BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission avec vous consacrée à la vie en entreprise. Vous nous posez vos questions, vous la connaissez, l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr. On vous répond pendant toute une demi-heure tous les jours à midi avec nos experts. Aujourd'hui, cette question: comment faire croître sa boîte, son entreprise? Quelle stratégie mettre en place pour accélérer sa croissance? On va poser la question à mes experts du jour. Sandrine Evangelista, experte en croissance justement et fondatrice de Leaders for a Good Planet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ravie de vous retrouver dans cette émission. À vos côtés, Benjamin Cormer est directeur de Tête à Tête, la relation client. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et notre avocat aujourd'hui, Lucas Aubry, avocat en droit social chez Yards. Bonjour Lucas. Bonjour Sandra. Ravi de vous retrouver dans cette émission. Une première question, on va entrer dans le vif du sujet avec Ophélie qui vous demande, Benjamin, la croissance à tout prix est-elle toujours une bonne idée? Où placer le curseur entre ambition économique et équilibre humain et environnemental? Ça fait beaucoup d'équilibre quand même, hein, mais bon. La croissance à tout prix, je pense pas. Je pense que c'est une fausse promesse. Ouais. En tout cas, en ce qui me concerne, puisque moi j'ai repris une entreprise de 40 ans d'existence, donc avec une culture, des gens. Et donc clairement, il faut pas tout bouleverser d'un coup. Le changement, c'est pas immédiat. Il faut embarquer les collaborateurs là-dedans. Et donc la croissance, c'est avec un collectif. J'avais deux choix à l'époque. C'était soit tout de suite courir, enfin passer la seconde et chercher de l'hypercroissance, recruter, prospecter de manière agressive, ou plutôt rétro-pédaler et s'assurer qu'on ait des fondations solides. Ouais. Pour construire les étages, en fait, quand on hérite d'une architecture. Donc la croissance à tout prix, non. En tout cas, sur des bases saines. Et c'est en tout cas le parti que j'ai pris lorsque j'ai repris Tête à Tête. Vous allez continuer à nous parler de cette expérience. Sandrine, justement, c'est quand les moments où on doit se dire « Ah là, il faut que je fasse grandir ma boîte. Je ne peux pas rester, je ne peux pas stagner. » Est-ce que c'est une question qu'on se pose un peu toutes les semaines? Ou est-ce que c'est des phases dans l'année où on va se dire « Bon, bah là, je me brainstorm là-dessus » ? Pour moi, c'est un mindset d'entreprise. Je suis d'abord tout à fait d'accord avec toi, Benjamin. C'est-à-dire que souvent, quand je dis qu'on accompagne la croissance, on me dit « Oh là là, mais nous, on ne veut pas se développer trop vite. » Ça tombe bien parce qu'en fait, la croissance que j'appelle régénérative, c'est justement cette capacité de non pas être toujours en croissance, mais d'être en palier et en croissance et en palier et en croissance et parfois en décroissance. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. Et donc, effectivement, pour moi, il y a plus des indicateurs au niveau du dirigeant que de l'entreprise. Je crois que la croissance, elle doit être d'abord portée par une intention à la tête de l'entreprise. Ça semble peut-être particulier de dire ça, mais autrement, ça nous donne un truc forcé et un peu mécanique, dont on doit atteindre tel objectif et on va mettre de la pression pour atteindre ça, alors qu'en réalité, peut-être qu'il y a des éléments de structuration, de pilotage, de management, d'organisation qui ne sont pas structurés pour arriver à cet endroit-là. Donc, en tout cas, il y a toujours chez les dirigeants qu'on accompagne, un moment donné où ils me disent « J'ai l'impression de tourner en rond ». Je sens que je n'exploite pas tout mon potentiel. Je sens qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec tout ce qu'on a. Donc, c'est plutôt toujours sous cette base de ressenti, plutôt que de se dire... Moi, je ne suis pas du tout le genre à dire au 1er janvier, il faut faire un plan strat. Je trouve ça très important d'avoir une vision modélisée dans une roadmap, mais il n'y a pas un temps pour le faire au sens des indicateurs précis, etc. C'est plus finalement une volonté et une ambition. Il faut du sens déjà, effectivement. C'est pas le dirigeant qui le décrète. Il faut des objectifs clairs. Il faut savoir si le collectif qui vous suit, vous suit, est prêt. Je prends souvent l'analogie du chef d'orchestre. Si les musiciens jouent pas, le chef d'orchestre ne peut pas non plus produire. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'entreprise forme avec le projet et puis mettre des paliers de manière itérative. Le droit à l'erreur, le droit à la prise d'initiative, être, je dirais, dans une démarche assez moderne, en fait. Moi, quand j'ai repris, j'ai fait une photo de l'existant, j'ai pas tout balayé, au contraire, j'ai gardé ce qui fonctionnait, et puis corrigé ce qui devait être amélioré.
Et donc voilà, et après, forcément, le collectif suit. Il y a l'entreprise et il y a le cadre. Naïma vous demande, Lucas, en France, le droit du travail n'est-il pas un frein à la croissance de son entreprise? Ah, bonne question. C'est un vaste sujet, on en parlait juste avant l'émission avec les différents intervenants. Oui. Il y a effectivement ce sujet dans les médias notamment, où on dit est-ce que le droit du travail en France n'est pas trop dur, n'est pas trop strict et n'empêche-t-il pas une partie de la croissance des entreprises? En réalité, il y a un sujet qui revient souvent sur la table, c'est notamment pour les PME le fameux effet de seuil. C'est-à-dire qu'un effet de seuil, c'est que quand on atteint un certain nombre de salariés, on a des obligations qui deviennent des nouvelles obligations pour ma PME. Il y a notamment le seuil de 11 salariés qui est assez connu. On met en place des élus, un comité social et économique, un CSE. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième effet de seuil un petit peu connu, c'est les 50 salariés, qui est aussi un seuil important pour les entreprises. Oui. Là aussi, beaucoup de nouvelles obligations, notamment le CSE qui devient un grand CSE avec plus d'obligations, plus d'élus, une base de données économiques et sociales qui doit être mise en œuvre. Bref, beaucoup d'effets de seuil qui existent. Et il y a des études qui tendent à démontrer que certains employeurs, certaines PME freinent un petit peu les recrutements lorsqu'on se rapproche de ce fameux effet de seuil de 11 ou de 50 et que ça peut impacter la croissance de l'entreprise. De manière plus générale, il faut être réaliste. En France, on a un droit du travail qui est très protecteur et très rigide parfois sur certains aspects, et donc qui peut empêcher la croissance. Et il y a beaucoup d'observateurs qui se sont interrogés sur cette question. Il y a même eu des travaux et des universitaires qui se sont dit est-ce qu'il n'y a pas une voie de passage où on peut à la fois garantir les droits des salariés, les maintenir, et en même temps faciliter un peu la vie des entreprises? Et je pense que c'est effectivement un chantier dont on parle beaucoup et qui est assez peu réalisé en réalité, notamment par les politiques. Il faudrait peut-être prendre ce problème un petit peu à bras-le-corps. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sandrine Alix vous demande est-ce que toutes les entreprises sont faites pour croître et comment savoir si c'est le bon moment? Alors, savoir si c'est le bon moment, on en a discuté tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que toutes les entreprises sont appelées à croître? Ça dépend de ce qu'on appelle la croissance. Pour moi, la croissance est liée intrinsèquement à l'évolution. Et l'évolution, si on arrête d'évoluer, on meurt. Oui. En tant qu'humain et en tant qu'entreprise aussi d'ailleurs. Donc en ce sens, oui. Maintenant, est-ce que tout le monde a le même modèle de croissance? C'est très différent. Moi, je distingue 3 polarités. 1, la vision et l'identité du dirigeant et de l'entreprise, ou des dirigeants et de l'entreprise. 2, le business model, la stratégie de développement, la stratégie commerciale. 3, ce que j'appelle le modèle de croissance. Donc, on peut avoir des modèles de croissance qui sont ultra différents. Donc, c'est ça qui va déterminer la taille de l'entreprise, le rythme de développement de l'entreprise, les zones géographiques sur lesquelles l'entreprise va se développer. Et donc ça, c'est quelque chose qui vit tout au cours de la vie d'une entreprise. Et du coup, il ne faut pas mélanger la notion de business model, de développement commercial et le modèle de croissance. D'accord ? C'est vraiment 2 choses complètement différentes et je les vois toujours collés, enfin, on les mélange, on les distingue pas, d'où cette notion que la croissance, ça doit toujours être une croissance à 2 chiffres, une explosion de chiffre d'affaires, etc. Alors qu'en réalité, chercher des modèles de croissance différents, c'est aussi un intérêt. Comment aujourd'hui on concilie cette dimension d'évolution et de croissance dans un monde où les ressources sont limitées? Oui. C'est un vrai sujet. Moi, je parle souvent de plein potentiel de l'entreprise plutôt que d'activer la croissance ou l'hypercroissance, parce que ce que je constate, c'est que dans facilement 50 à 60% des entreprises qu'on accompagne qui vont d'entreprises de 1 million jusqu'à 80, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on voit quand même une gamme hyper large avec tous les paliers, beaucoup en tout cas. Il y en a plus de 60% qui n'optimisent pas le potentiel de l'entreprise. Quand je dis optimiser, c'est que à l'intérieur, les outils sont pas optimisés, donc on perd du temps, on est obligé de recruter des gens qui sont pas appropriés. Le système d'acquisition n'est pas prédictible, donc on a un chiffre d'affaires qui est en dents de scie, etc. On va chercher à l'extérieur, par exemple, le truc que j'entends tout le temps, c'est il nous faut des nouveaux clients. Alors déjà, on va se poser, puis on va regarder ce que vous faites avec les clients existants et la fidélisation client. Oui, mais dans 80% des cas, tu n'as pas besoin d'aller chercher des nouveaux clients, tu as besoin de fidéliser tes clients existants. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a chouchouté les clients existants. Souvent, je prends l'expression de remplir une baignoire percée, mais il n'y a rien de pire que ça. La conquête, en fait, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence aussi. On a des clients, nous, quand j'ai hérité de cette entreprise, il y avait un très beau portefeuille client et c'est celui qui nous fait vivre dans des périodes aussi compliquées.
des clients fidèles, je dirais que c'est la base. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de la croissance en ne se focalisant que sur la croissance. Oui, ou les bidas, ou des mauvais indicateurs. C'est-à-dire qu'ils sont focalisés sur croissance externe, levée de fonds, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Il y a des moments où c'est très utile d'aller chercher ces leviers de croissance. Mais d'abord, si on optimise le potentiel des entreprises, on est assis sur des mines d'or. C'est ça, c'est éphémère. On se concentre sur les clients, on se concentre aussi sur ses équipes. On va y revenir dans un instant. Un cas concret pour vous, Lucas. Hugo nous dit, je suis chef d'entreprise, je constate qu'il est compliqué de se séparer des low performers dans mon entreprise et cela nuit à ma croissance. Qu'est-ce que je peux faire ? Vaste sujet. Alors, ça me fait penser à un podcast que j'écoutais. Alors, c'est la version américaine. Donc, la version américaine, on va voir que c'est pas la même version que la version française. C'est une grande entreprise américaine. Elle s'embarrasse pas. Elle a un système très simple. Les 20% des meilleurs performeurs, ils obtiennent 100% des augmentations de salaire et des bonus. Les 20% les moins performants, ils sont licenciés chaque année. Donc, version américaine, radicale, assez simple, assez lisible. En droit du travail français, ça peut pas se passer comme ça. Et c'est d'ailleurs heureux en partie. Oui, c'est fait pour ça. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? En réalité, en droit français, il y a 3 étapes sur lesquelles il faut intervenir. Il faut d'abord identifier qui sont ces personnes et quelles sont les causes de leur manque de performance. Donc, est-ce que c'est un manque de formation ? Est-ce que c'est une personne qui n'est pas forcément sur un bon poste ? Est-ce que c'est une personne qui a des problèmes personnels ? Identifier les causes. Comme souvent, on identifie les causes. Deuxième étape, on essaie de réfléchir à est-ce que je peux mettre, moi, employeur, des solutions en place. Est-ce que je peux former ce salarié ? Est-ce que je peux le changer d'équipe ? Parce que peut-être il y a un problème dans son équipe. Est-ce que je peux le changer de poste ? Est-ce que je peux le faire évoluer ? Et je rappelle juste qu'en droit du travail français, on a une obligation et de formation et d'adaptation des salariés. Donc c'est une étape qui est quasiment indispensable. Et la troisième étape, quand rien n'est possible, c'est on se sépare du collaborateur. La voie la plus simple, c'est de tenter une négociation. La voie la plus compliquée, c'est de tenter un départ contraint, donc l'insuffisance professionnelle. Et là-dessus, je me permets d'insister auprès de nos téléspectateurs. Il y a un sujet qui est fondamental et qui est mal fait dans les entreprises, c'est qu'il faut mettre en place une véritable pratique d'évaluation. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les managers, le middle management, le management intermédiaire, il a plutôt tendance à mettre les problèmes sous le tapis. Et on a souvent des dossiers où cette personne-là vient nous dire il faut absolument se séparer de ce collaborateur. Alors et on regarde. Il fait peut-être partie du problème ou les relations. Exactement. Oui. Et on regarde les évaluations des années précédentes et le salarié, il est noté 3 sur 4, 3 sur 5. Donc en fait, il a des résultats qui sont cohérents. Donc il faut que le middle management, le management intermédiaire, prenne ses responsabilités et agisse dans un cadre où on évalue correctement les salariés chaque année. Benjamin, il y a Nicolas dans le même état d'esprit qui nous dit pour faire croître sa boîte, il faut embarquer les collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les faire progresser, éviter des situations conflictuelles justement ? Tout à fait. Un low performer, il faut se remettre déjà en question. Est-ce que j'y suis pour quelque chose ? Vous parlez du middle management, il est souvent à l'origine de cette low performance. Le seuil de Peters, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la capacité maximale. Enfin, quand on atteint notre capacité maximale à emmagasiner des informations ou en tout cas les restituer. Et clairement, avant de l'atteindre, il y a du chemin. Et en fait, quand un collaborateur est catalogué comme low performer, c'est clairement lié au fait qu'il a peut-être été mal accompagné, qu'on utilise mal ses compétences, qu'on l'embarque moins. Qu'il est à la mauvaise place, comme le disait Lucas. Qu'il est à la mauvaise place, qu'il n'y trouve plus de sens. Et donc, ça veut dire former les collaborateurs, la formation continue, ça c'est obligatoire. L'accompagnement, les rendre acteurs en fait dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'aventure de l'entreprise, c'est pas l'aventure du dirigeant. Ça doit être l'aventure du collectif. Donc à un moment, si vous replacez les bons acteurs avec leur bon rôle sur les bonnes missions, c'est eux qui vont en fait vous embarquer et être le moteur de l'entreprise. Donc les low performers, j'en ai pas beaucoup. Par contre, des gens qui sont plus dans le mindset. En fait, faut pas confondre low performer et quelqu'un qui est en marge parce que plus en phase avec les valeurs. Donc, le low performer, en l'accompagnant bien identifier ses équipes. On arrive à aller chercher du potentiel chez chacun. Sandrine, Cédric vous demande comment peut-on faire croître sa boîte sans s'épuiser ? Comment un dirigeant peut-il garder le cap sans sacrifier ni l'équilibre ni sa vision ? Alors déjà, je pense qu'on ne peut pas parler de croissance de façon générique parce que selon les paliers où on est, je vais vous donner des seuils entre 500 000 1 million d'euros de chiffre d'affaires, entre 1 million et 10 millions, entre 10 et 50, 50, 80 et plus. C'est des problématiques vraiment différentes. Oui. C'est-à-dire que de 500 000 à 10 millions, en faisant très caricatural, on est en train de structurer notre modèle. D'accord ? On est en train de tester ce qu'on a à vendre et la performance.
Ensuite, il va falloir se demander, est-ce que je le fais encore grossir? Et alors là, je vais rentrer dans une autre aventure. Il va falloir que je structure un groupe, ou en tout cas, c'est rarement une entreprise toute seule. Ça devient un écosystème avec des partenaires, des entreprises, etc. Et là, c'est une vraie décision parce qu'il va être dans notre posture de dirigeant, on va complètement changer de métier. D'accord? Donc déjà, je pense qu'il faut se poser cette question au démarrage. Souvent, on me dit, ouais, mais en fait, moi, j'y suis allée et puis j'ai testé. OK, je suis partie pour quoi? Je suis partie pour faire quelque chose qui me correspond, sur lequel j'ai la main, sur lequel je vais être hyper opérationnelle, etc. Où j'ai envie à travers ça, léguer un héritage, transmettre quelque chose, valoriser, céder, parce que c'est pas du tout la même tonalité d'entreprise qu'on va construire, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup des solopreneurs. C'est chouette, mais c'est des entreprises à cash flow. En aucun cas, ça génère du cash out. Donc, je veux dire, la transmission d'un business de solopreneur, ça se fait pas. Non. Et c'est pas bien ou mal, c'est juste que c'est des identités d'entreprise qui sont fondamentalement différentes. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas mettre pareil en place des fondations, des outils, des personnes, si vous voulez que l'entreprise, elle dure 100 ans, ou si vous voulez que ça soit un business de freelance solopreneur qui vous permette de vivre et d'avoir un équilibre de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important. Et donc, dans l'équilibre de vie et l'équilibre personnel-professionnel, je pense que déjà, il faut se poser cette question-là, parce que dans la structuration qu'on va mettre en place, c'est pas la même. Si on veut durer 50 ans, à un moment donné, il va falloir y aller avec un collectif. Il va falloir déléguer, il va falloir structurer. Si on veut y aller pour être libre, pour s'affranchir et pas être en CDI et pas être salarié, c'est complètement différent comme logique. Oui. Benjamin? Je suis complètement d'accord. Je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Tout dépend de la taille de l'entreprise, l'objectif. Pour moi, l'objectif reste très important. Il y a des entreprises où la croissance est un objectif et il y en a d'autres où c'est une conséquence. Et en fait, c'est plus la même chose. Je ne pouvais pas arriver, moi, après 40 ans d'existence, tout révolutionner. Ça ne sert à rien, autant monter. Il y en a qui font, hein. Tout à fait. Ça a des conséquences. Exactement, ça a des conséquences. Alors là, en l'occurrence, Tête-à-Tête n'avait pas ce besoin-là. Il y avait une base solide. Mais effectivement, il y a des boîtes qui nécessitent de tout refondre. Ça fait quelques dommages collatéraux. Pour croître, vous l'avez dit, il y a plusieurs leviers, mais notamment embaucher. Et pour ça, il faut rendre son entreprise attractive. Lucas Aubry, comment on rend son entreprise attractive? Comment on attire les talents? Et est-ce que le critère financier reste incontournable? On a répondu oui dans une autre émission, il me semble. Je partage cette réponse. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, et pour beaucoup de candidats et pour beaucoup de salariés en poste, c'est un peu le nerf de la guerre, les aspects financiers. Et effectivement, d'un point de vue droit du travail, recrutement, on peut proposer ce qu'on appelle des welcome bonus, parce que c'est une pratique anglo-saxonne à l'origine, donc des bonus de bienvenue aux salariés qui peuvent être versés au moment de l'embauche, à la fin de la période d'essai, au bout de 6 mois, au bout d'1 an. On peut même cumuler tout ça pour essayer de les fidéliser dans le temps. Donc ça, c'est une pratique qui existe aujourd'hui et qui est encore largement répandue. Ça, c'est un petit peu en direct, si on veut, par rapport aux candidats, par rapport aux salariés en poste. Un peu plus indirect, on peut essayer de faire en sorte que les salariés soient intégrés à la performance de l'entreprise, à travers notamment les mécanismes d'épargne salariale, plan d'épargne entreprise, intéressement, participation. La logique, elle est très simple. Si mon entreprise performe, elle remplit un certain nombre d'indicateurs financiers et les salariés qui participent à ces plans d'intéressement de participation bénéficient d'une partie de la réussite de l'entreprise. Et après, il y a un autre aspect, on sort un tout petit peu du droit du travail, c'est la participation éventuelle des salariés ou des dirigeants au capital de l'entreprise. Un actionnariat salarié? Exactement. Je deviens en partie propriétaire d'une petite partie de l'entreprise à travers plein de mécanismes, attribution gratuite d'actions, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un vrai vecteur de fidélisation des salariés. C'est notamment utilisé dans certaines startups où on propose aux salariés, même pendant les entretiens d'évaluation, soit tu veux une augmentation de salaire traditionnelle ou un bonus ou une prime, soit tu peux participer au capital de l'entreprise et participer éventuellement à la progression de l'entreprise dans le temps. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre adresse. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Benjamin, très concrètement, vous avez mis quoi en place pour vous rendre attractif? Un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne solution qui convient à tout le monde. Parfois, ça se joue à quelques centaines d'euros. Moi, en fait, vous parlez d'un welcome bonus. On a testé ça. En fin de compte, ça fout plus le bazar dans notre organisation parce que nos collaborateurs fidèles, eux, sont là depuis quelques années. Et clairement, quand ils entendent qu'il y a un welcome bonus, ils disent mais attends, ça fait 3 années de suite que je te demande une augmentation, j'ai une fin de non recevoir. Donc non, en fait, il faut clairement proposer plusieurs possibilités. Celle indexée sur les résultats de l'entreprise me semble la plus vertueuse parce qu'elle est
incontestable en fait. C'est C'est-à-dire que tout le monde est concerné. Indiscutable. Ouais, exactement. Sandrine, c'est une question d'Alexandre. Quelle est la première erreur que commettent les entrepreneurs quand ils veulent accélérer leur croissance? Développer le chiffre d'affaires et la marge. Commencer par quoi? La structuration. C'est-à-dire que c'est complètement contre-intuitif parce que je suis en train de dire qu'il faut commencer à dépenser. J'arrive. Mais en même temps, j'en suis assez convaincue. C'est-à-dire que, effectivement, quand on développe, il y a un moment donné, le problème, c'est qu'on n'est plus en capacité de servir correctement ses clients. Ouais. Et là, c'est très vite, en fait, on monte très vite, on descend très vite. Parce que c'est facile. C'est pas facile d'acquérir des gens, mais c'est très facile de perdre des clients. Et ça va très, très vite. Et donc, on développe, et après, on ne sait pas délivrer. Parce qu'en fait, il n'y a pas la structure. Quand je dis structure, ça peut être les outils, ça peut être les process, ça peut être les équipes, ça dépend des entreprises. Donc, ça vaut le coup quand même de se poser 2 minutes sur la structuration. Donc, ça veut dire investissement, quoi? Ça veut dire surtout réflexion, vision. Ouais. Avant d'investir, en fait, il y a comme... Et c'est super, c'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'est être dans l'action, d'accord? Des gens qui n'aiment pas être dans l'action, ils ne montent pas des boîtes et ils ne les développent pas. Donc ça, c'est la caractéristique de tous les entrepreneurs. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il ne suffit pas d'être dans l'action, il faut aussi réfléchir. Et que souvent, c'est à ce moment-là que ça pêche, en fait, c'est qu'il n'y a pas la réflexion. Donc, on développe un truc, et souvent, nous, on le voit, on a des entreprises qui ont des résultats vraiment très, très bons, des croissances à 2 chiffres, avec des dirigeants qui me disent « j'en peux plus, je veux vendre, je veux trouver un directeur général pour déléguer ». Oui. Et en fait, moi, quand j'entends ça, j'entends « ok, ça veut dire que ton modèle de croissance, il n'est pas structuré pour te correspondre à toi. C'est-à-dire que tu as créé une super machine et tu es enfermé dans une prison dorée. » Et donc, comment on réajuste un modèle de croissance pour qu'il te ressemble? Parce qu'en fait, il n'a pas été bâti en réflexion sur... Alors, si je continue à me développer comme ça, je vais devoir jouer ce rôle-là, je vais devoir faire ça, je vais devoir vivre à tel endroit, je vais devoir... Et en fait, je vais devoir faire plein de trucs qui m'ennuient toute la journée. Donc, à un moment donné, ça se traduit par toujours par les 2 mêmes trucs. Quand les entrepreneurs arrivent en me disant on voudrait valoriser l'entreprise pour la vendre ou recruter un directeur général, je sais... J'ai mon diagnostic, ok, il y a un problème de structure de croissance. Oui. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est la stratégie du fewer but bigger. Alors, c'est pas très made in France, mais ça résume pas mal la situation. J'ai regardé le modèle éco, la rentabilité, et je me suis dit, ok, il va falloir capitaliser sur, non pas tous les clients, mais les clients stratégiques et fidèles qui vont générer de la valeur, du vrai partenariat. Et donc, une des premières actions que j'ai mises en place, c'est sortir des clients. Et clairement, quand j'ai été voir les actionnaires, ils m'ont dit « mais c'est très contre-intuitif. » C'est très contre-intuitif. Et je leur ai dit c'est un pas en arrière pour 2 en avant. Et en fait, on a réassaini, tout à l'heure je parlais de fondation, on s'est assuré que les clients qui étaient là étaient vertueux, on a fait de la qualité, on a privilégié la qualité à la quantité, et on était en capacité d'avoir une unité de production qui livrait de la qualité. Et alors, à partir de ça, en fait, là, on peut y aller, pardonnez-moi, mais pleine balle, parce qu'on a les reins solides là-dessus. Mais effectivement, c'est pas évident d'arriver en disant, non pas dépenser, mais enlever du chiffre d'affaires. Ce qui revient même, en fait, quand je dis dépenser, mais je suis complètement en phase. C'est-à-dire que c'est reculer pour accélérer. Ouais. Et autrement, on accélère, on se prend un mur et on redescend très vite et ça tient pas. Donc ça dépend ce qu'on veut. C'est de la croissance par réduction. C'est ça. C'est de la croissance. Moi, je dis toujours transformer les centres de coûts en moteurs de croissance. Parce que c'est vraiment ça. Dernière toute petite partie. Vous avez 2 minutes. Je vous préviens, Lucas, pas plus. Un accompagnement juridique. Là maintenant, une méthode. Quand on veut croître, c'est quoi les premières actions à faire? Il faut se couvrir, faire les choses dans le bon ordre. Qu'est-ce que vous conseilleriez? En termes de droit du travail, c'est d'anticiper en fait les problématiques juridiques. Donc de travailler main dans la main pour que le projet de croissance de l'entreprise et le juridique soient faits en même temps. Oui. Et que le juridique n'intervienne pas trop tôt ou trop tard. S'il intervient trop tôt, ça peut fermer des portes sur les opportunités de l'entreprise. S'il intervient trop tard, c'est souvent des contentieux et ça peut coûter cher à l'entreprise. Donc il faut être... Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, être accompagné. Être accompagné du début à la fin, de toute façon, sans le dire tout le temps. En droit du travail, parce que le droit du travail aujourd'hui, c'est crucial. Et on en a un peu parlé. Aujourd'hui, les candidats, ils sont aussi très attentifs, et les salariés, sur la qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail, aujourd'hui, c'est un enjeu qui est un enjeu de croissance et un enjeu juridique. Quand on veut faire croître sa boîte,
boîte, il faut penser à ça aujourd'hui? Il faut tout à fait penser à ça, parce que quand on veut faire croître sa boîte, il y a plusieurs façons de le faire, mais il peut y avoir de la pression sur un certain nombre de salariés, notamment les cadres de l'entreprise, par exemple, qui sont souvent au forfait jour avec des problématiques de durée du travail, de respect de la vie privée, de droit à la déconnexion. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper. Et en réalité, même quand on est une PME, une petite société de quelques salariés, c'est vraiment des problématiques qu'il faut anticiper, parce que si on le fait dès le départ, ça se passe beaucoup mieux ensuite. Benjamin? Mais en les mettant face à la réalité de l'entreprise, moi je prône cette transparence. L'explication, la pédagogie. L'explication, et puis je parlais d'appropriation d'aventure. Moi j'ai gagné le jour où c'est eux qui s'approprient l'entreprise. Et en fait, à partir du moment où on en est là, en fait, c'est eux qui écrivent les règles. Donc, la semaine de 4 jours, le télétravail, etc., en fait, je l'ai coécrit avec eux. Et il y a un moment, on test and fail. On échoue, mais on apprend et il n'y a pas besoin de passer en force. De toute manière, c'est fini. Un salarié à qui on explique bien est votre meilleur ambassadeur. Exactement. Oui. Donc oui, à l'accompagnement, mais en les rendant eux en premier acteurs. Voilà, c'était le mot de la fin pour faire croître correctement son entreprise. Merci Sandrine Evangelista, fondatrice de Leaders for a Good Planet, Benjamin Cormeret, directeur de Tête à Tête, Lucas Aubry, avocat en droit social chez Yards. Merci pour vos réponses, vos conseils. On y voit un peu plus clair maintenant. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.